Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal. Une vague d'incendies sévit à Abidjan après les quartiers d'Abobobaoulé et de Yopougon-Cité-Paix ce week-end. Un incendie est aussi passé au quartier d'Atoban dans la commune de Cocody. Ce matin, le troisième étage d'un immeuble a pris feu, causant d'énormes dégâts matériels. Le Premier ministre Patrick Achi a présenté sa démission et celle de son gouvernement ce mercredi 13 avril au cours du Conseil des ministres. Nous sommes au 12e jour du mois de Ramadan. Si la majorité des musulmans observent le jeûne, une frange de la population en est privée. Qui sont ces personnes? Pourquoi s'abstiennent-elles? Quels sont les moyens de compensation? Les réponses dans ce journal. La famille Dramera est dans la tristesse totale. Ce matin, aux environs de 10 heures, un incendie s'est déclaré dans les 5 appartements du 3e étage de leur immeuble à Atoban. Les sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux ont réussi à circonscrire le feu. Aucune perte en vie humaine, mais d'énormes dégâts matériels constatés. Colette Ilboudou. C'est un drame qui vient de frapper la famille Dramera à Atoban, dans la commune de Cocody. L'incendie s'est déclaré aux alentours de 10h00 ce matin dans cet immeuble R+3. Les flammes ont ravagé 3 appartements du 3e étage. De nombreux biens matériels sont partis en fumée. On m'a appelé vers 10h pour dire qu'il y a un feu qui est venu ici. En même temps, j'ai pris ma voiture et je suis venu. Où c'est parti là? On ne prépare pas là-bas. On ne fait rien là-bas. Nous étions là, derrière à la cuisine, en train de faire la cuisine pour le ramadan. Et puis, subitement, les enfants sont venus pour nous dire il y a le feu, crier au feu. Nous aussi, nous sommes sortis. Subitement, on a vu fumer en haut, en train de sortir. Nous sommes sortis. Et puis, subitement, notre Karamoro, l'imam de la maison, a appelé le pompier. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels. La chambre même complètement a été détruite. Au salon, les fauteuils, télévision, tout. Alerté, une équipe des soldats du feu s'est rendue sur les lieux pour circonscrire les flammes. Il s'agissait d'un feu sur l'immeuble à usage d'habitation au R+3. Donc le feu se situait au 3e niveau et nous avons procédé à l'extinction. Nous avons constaté que l'incendie était déjà à son paroxysme, je peux m'inspirer ainsi. Et nous avons établi des lances, comme on le dit dans notre jargon, pour pouvoir l'éteindre. Le feu circonscrit, il est carrément éteint. Bon, nous allons maintenant procéder au déblai pour pouvoir parfaire maintenant l'extinction et laisser la charge aux parents et à la police pour pouvoir mieux mener les enquêtes. Après 4 heures de bataille, les sapeurs-pompiers militaires ont pu éteindre le feu vers 14 heures. L'incendie n'a fait aucun blessé et aucune perte en vie humaine. Pour l'heure, les causes de l'incendie restent inconnues. Les enquêtes sont en cours. La nouvelle est connue depuis la mi-journée. Le Premier ministre Patrick Achi a présenté sa démission et celle de son gouvernement ce mercredi 13 avril au cours du Conseil des ministres. Le chef de l'État les a aussitôt acceptés. Alassane Ouattara a félicité et remercié le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement pour le travail accompli, leur engagement au service de l'État et leur contribution à l'amélioration des conditions de vie des concitoyens. Le chef de l'État a aussi annoncé la réduction du nombre des ministres du gouvernement en vue de renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale et de réduire les dépenses de l'État tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire. C'est une période de pureté et d'abstinence prescrite à tous les musulmans. Le ramadan a tout de même des restrictions, beaucoup de restrictions. Certaines personnes, par exemple, sont exemptes de jeûne. Quelles sont ces personnes? Quelles en sont les causes et les raisons? Qui est donc habilité à jeûner? Des moyens de compensation existent-ils pour ces personnes? Notre reporter Assita Sogodogo a rencontré un imam. Reportage. À Bobo 4 étages, il est 7 heures. Yéon, atteint de diabète depuis 20 ans, prend son petit déjeuner et ses médicaments. Depuis 5 ans, cette maladie l'empêche d'observer le jeûne du mois du Ramadan. Je prends mon insuline le matin, après avoir le contrôle. Je suis obligé de prendre un petit déjeuner pour équilibrer mon sang. Et c'est ce qui fait que je ne gêne pas. Et pour ne pas gêner, il faut faire un don à des pauvres personnes qu'on connaît dans le quartier. Ça peut être des veuves, ça peut être des orphelins.
et il faut leur donner à manger. On dit que c'est 1 kilo par jour. Mais il faut ajouter de l'argent pour que la personne aille acheter la sauce, la viande pour manger. C'est ce que généralement je fais depuis des années. Comme Yéon, quoique son épouse, elle aussi musulmane, vit les mêmes réalités. Contrairement à son époux, quoique souffre des mal de nerfs. En 2017, j'ai eu un nerf sciatique, un hernie discale et puis l'arthrose. Donc je fais des traitements. Le jeûne, j'ai essayé l'année dernière, jusqu'au soir, je ne me suis pas sentie bien. Donc j'ai préféré sursoir à ça et donner à manger aux nécessités. Si certains fidèles n'arrivent pas à jeûner du fait des maladies métaboliques, Fanta, toujours dans la commune d'Abobo, a quant à elle subi une opération chirurgicale. Conséquence, pas de jeûne pour ce mois de Ramadan. À la suite d'une opération due à un mal de ventre, le médecin m'a déconseillé de jeûner. Et pour compenser ces jours de jeûne manqués, Fanta doit s'acquitter de l'aumône obligatoire. Et aujourd'hui, c'est une veuve qui en bénéficie. Fanta et le couple Yéon font partie de la liste des personnes exemptées du jeûne, selon l'islam. Elles sont tout de même soumises à des conditions de compensation. Étant malade, tu es dispensé de jeûne. Il y a des maladies passagères. Donc après la guérison, ils jeûnent les jours restants du Ramadan. Mais il y a des maladies chroniques. Si les médecins déclarent que cette maladie est incompatible au jeûne, il peut arrêter de jeûner. Le vieillard rentre dans ces cadres-là aussi. Lui, il n'est pas malade, mais il ne peut plus supporter l'affaire. À cause de son âge, il est dispensé de jeûne. Donc, il doit nourrir un pauvre. C'est demi-kilo par jour, avec de l'argent, pour que la personne puisse manger. On peut le donner le jour au jour, et on peut aussi cumuler, donner le tout en même temps, au début du Ramadan. Et la femme enceinte aussi, lorsqu'elle va accoucher, et elle aura la force, elle doit rembourser ses jours. Malgré leur bonne volonté, la maladie reste un obstacle pour le jeûne de Ramadan, pour bon nombre de fidèles musulmans. Que serait une fête de Pâques en Côte d'Ivoire sans voyage? À l'approche des festivités, les populations se ruent vers les zones rurales pour des retrouvailles annuelles. Pour éviter des accidents de la circulation, la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire a tenu une conférence de presse au centre pilote du ministère des Affaires sociales de leur siège. Objectif, sensibiliser davantage les conducteurs afin d'éviter d'ennuyer les populations. Joël Gosset. 16 morts le 1er avril 2021 lors d'une collision entre un car et un poids lourd sur l'axe Ferké-Wongolo dans le nord du pays. 14 morts le 5 avril 2021, toujours dans un accident entre un minicar et un particulier sur l'autoroute du Nord. 7 morts le 11 avril 2021, au nombre des victimes, des élèves qui rentraient des congés de Pâques dans le département du Kani, dans le nord-ouest du pays. 10 morts et plusieurs blessés graves le 22 avril 2021 sur l'axe Yopougon-Dautré, une collision entre un camion-remorque, un Gbaka et un taxi au carrefour Bondji. Au total, le mois d'avril 2021, pendant les fêtes de Pâques, l'on a enregistré 47 morts. Des pertes de trop que la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire souhaite stopper en cette période de Pâques. En tant que structure citoyenne et responsable, il paraît incongru pour la CNGRCI de rester les bras croisés à quelques jours seulement de cette fête. L'année passée, le tableau a été sombre. La pilule amère à avaler car tout le mois d'avril 2021 a été émaillé d'accidents. Le président du CNGRCI en appelle à la responsabilité de tous. Les faux permis de conduire sans aucune formation dans une auto-école, l'alcool au volant, la commercialisation d'alcool frélaté dans les gares routières, les excès de vitesse, la fatigue des conducteurs, les dépassements inopinés, le manque de conscience professionnelle, autant de disciplines qui sont désormais érigées en règle d'or sur nos routes. Il est temps qu'on se réveille tous dès maintenant pour juguler ce fléau qui endeuille chaque jour des familles, ruine des espoirs et brûle des vies. En cette période de Pâques, la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire exhorte avec la dernière énergie d'ailleurs tous les conducteurs et chauffeurs à la réduction obligatoire des vitesses et leur limitation, à couper le moteur dès que la fatigue commence à se faire sentir,
à ne pas toucher au volant en état d'ivresse et à s'assurer du bon état du véhicule avant toute conduite. Cette conférence était aussi une occasion pour la coordination de faire des dons à l'occasion du jeûne musulman. Créée en 2003, la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire enregistre en son sein plus de 11 000 adhérents sur le territoire national. Alastair Campbell, l'ex-directeur de la communication de Tony Blair, était en terre ivoirienne. Il a tenu une série de conférences et de formations organisées par l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire à l'endroit des top managers d'entreprises à Abidjan et Bassam. Au cœur des échanges, la stratégie de communication et de leadership des entreprises, toujours avec Joël Gosset. Alastair Campbell est un écrivain journaliste. Il a assuré pendant plusieurs années les fonctions de directeur de la stratégie et de la communication de l'ex-premier ministre britannique Tony Blair. Il est à Abidjan à l'invitation de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADCI. Une présence pour animer une série de conférences publiques à l'attention des dirigeants de sociétés, dont la première a porté sur le thème « Bâtir une stratégie gagnante dans un monde en pleine mutation ». L'ex-conseiller de Tony Blair a également dispensé une formation sur la thématique portant stratégie, leadership et esprit d'équipe, les clés d'une entreprise performante. Des formations essentiellement portées sur les techniques et les astuces qui ont permis aux grands dirigeants de ce monde de bâtir leur stratégie couronnée de succès. C'était très intéressant pour moi de discuter avec des politiciens, des gens de business ivoiriens, ces questions et la manière dont la situation est très différente ici, comparé, disons, à là où j'habite, la Grande-Bretagne. Mais les principes de stratégie sont si importants, je trouve. Et j'étais ravi de discuter avec les gens qui, dans ce monde très différent. L'Institut national des administrations du Côte d'Ivoire veut confronter sa cible aux réalités du monde professionnel. Nous avons INADCI Performance Class, qui est une tribune d'échange où nous faisons venir un conférencier de très haut niveau sur des questions très spécifiques et qui donc délivre une formation suivie d'échanges. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement avec M. Alastair Campbell, qui est un conférencier de très haut niveau, une très longue expérience, et qui continue de conseiller beaucoup d'autres entreprises et beaucoup d'autres personnalités politiques. L'INADCI est une association née de la volonté d'un groupe de dirigeants de sociétés et d'organisations professionnelles. Il a pour but de mettre en place un mécanisme de partage de bonnes pratiques en matière de gouvernance et de responsabilité sociétale des entreprises. Les journées nationales du pardon et de vérité du peuple guinéen se sont ouvertes le 11 avril dernier. À Abidjan, c'est à l'ambassade de la République de Guinée, dans la commune de Cocody, qu'ils se sont donné rendez-vous. Ces journées visent à obtenir des propositions pour renforcer la paix et la cohésion en Guinée-Conakry. Georgette Sido Fofana. Ils sont venus de plusieurs communes du district d'Abidjan pour prendre part aux assises nationales des journées de vérité et de pardon. Eux, ce sont les Guinéens résidant en Côte d'Ivoire. Cette rencontre, initiée par le gouvernement guinéen à travers le Comité national des assises, vise à interpeller le peuple guinéen dans son ensemble quant à l'importance de l'unité nationale, mais surtout proposer et mener des actions dans le sens de la cohésion et de la réconciliation. L'objectif de ces assises consiste à, si vous voulez, à inviter les Guinéens à un endroit et donc pour ces Guinéens-là puissent s'exprimer sur les cas d'injustice, de violation des droits humains ou alors tous les cas de dysfonctionnement, par exemple, des institutions en Guinée. Donc, les citoyens guinéens réunis en cette assemblée vont s'exprimer ainsi pour nous dire quelles sont les causes de ces dysfonctionnements-là et puis faire des propositions pour que la Guinée, qui a vraiment tant de ressources humaines et naturelles, puisse vraiment décoller en termes de développement. Ouvert ce 10 avril à l'ambassade de Guinée dans la commune de Cocody, ces assises ont été l'occasion pour les ressortissants de faire des doléances. Nous voulons qu'il y ait des mesures pour nous accompagner, c'est-à-dire faire des mesures de réciprocité
nos étudiants inscrits ici à partir de l'UMOA et que les étudiants ivoiriens qui sont en Guinée aussi puissent bénéficier de la même chose. Voilà ce qu'on appelle un peu une mesure de réciprocité. Maintenant, au-delà de ça, c'est qu'il y a les soucis des chambres. On souhaiterait que nos compatriotes aussi puissent bénéficier de la même chose. On n'a aucun budget. On n'a aucun avantage de trouver l'argent. Et généralement, nous travaillons avec nos propres fonds pour la communauté guinéenne. Et j'aurai l'opportunité demain sûrement de parler des problèmes que nous avons. Instituées en mars dernier, ces assises nationales se veulent un cadre d'échange entre les fils et filles de la Guinée-Conakry. À l'international à présent, au Niger plus précisément, 7 policiers ont trouvé la mort et 16 blessés mardi après-midi lors d'une nouvelle attaque de djihadistes présumés contre le poste frontière de Pételkol entre le Niger et le Burkina Faso. Les assaillants, probablement des combattants du groupe État islamique qui sévit dans la région, se sont emparés de 3 véhicules et 6 autres véhicules, dont 3 appartenant à des particuliers. Le gouvernement nigérien ne s'est pas encore exprimé sur cette attaque. Ce poste et ses alentours ont été déjà plusieurs fois la cible d'attaques sanglantes des djihadistes présumés. En RDC, un conflit de pouvoir et de contrôle de zones minières entre milices communautaires antagonistes dans le Menyama, une province de l'Est de la République démocratique du Congo, a fait au moins 14 morts lors de récents combats, a-t-on appris mercredi de sources locales. Ces combats ont opposé des éléments de 2 groupes armés, l'un condamné par un certain Hercule, l'autre dirigé par un homme se faisant appeler Mitterrand. Le bilan fait état de 14 morts enregistrés des 2 côtés, ainsi que d'un déplacement massif de population vers des localités voisines du lieu des affrontements. Au Burundi, l'eau monte, détruit habitations, écoles, champs et déplace les populations. Les familles sont obligées de vivre un exode. C'est le cas de Léa, autrefois agricultrice, qui vit aujourd'hui dans un camp à quelques kilomètres de Gatumba, au nord-ouest de Burundi. Comme elle, 2300 personnes déplacées y ont trouvé refuge. Assiton Diarra, Ido Georgette Fofana. Depuis 2 ans, Léa vit ici dans ce camp de déplacés avec ses enfants. Suite à la montée des eaux du lac Tanganyika, elle a dû fuir son domicile. Elle a tout perdu. Autrefois agricultrice dans les champs, aujourd'hui, elle fait la broderie pour essayer de gagner un peu d'argent. La vie est misérable ici. L'hébergement et le manque de nourriture m'angoissent. Dormir dans un endroit pareil alors qu'on avait une belle et grande maison. Je ne peux pas dire qu'on ait une bonne vie, quand les enfants passent parfois une journée sans manger, ou ne mangent qu'une fois par jour. Léa est née à Gatumba. Elle a toujours vécu au bord du lac Tanganyika. Pour elle, cette situation était inenvisageable. Chaque année, pendant la saison des pluies, le lac montait, mais jamais proche de son terrain. Sa maison est à seulement quelques kilomètres du camp. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Ma maison se trouvait ici. Il y avait 4 chambres et un salon. Ici, on voit 2 des chambres détruites. Là-bas, c'était une chambre, et là-bas, le salon. Gatumba s'est énormément développé ces dernières années. Située sur une plaine fertile alimentée par la rizière Roussissi, les habitants ont construit des maisons proches du lac, sur une zone pourtant inconstructible. Ici, il y avait des maisons, les maisons des plus démunis. L'ONG Save the Children vient en aide aux familles déplacées, celles qui ont choisi de rester sur place. Leur plus gros défi, les enfants, qui représentent 60% des déplacés. Souvent déscolarisés, ils sont contraints de travailler pour aider leur famille. Certains enfants se mettent à pêcher sans être encadrés. C'est dangereux parce qu'ils risquent de se blesser. Mais si on y ajoute les conditions de vie précaires des familles, les logements insalubres, les enfants sont aussi en proie à la pluie, au froid et à la malnutrition. Les experts se divisent sur les causes qui expliqueraient la montée des eaux, une crue cyclique, une intensification des pluies, le changement climatique, l'érosion ou encore le manque d'assainissement et la pollution. Tous les déchets, je dirais, solides, tout ce qu'on jette dans ces rivières. Après, les rivières sont fâchées, ils n'ont pas quoi faire. Ils doivent envoyer ça dans le sein du lac Tanganyika. Et si vous y allez vers 15h, vous allez voir que le lac est en train de vomir pour dire « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» La saison des pluies va bientôt débuter au Burundi et l'inquiétude règne.
Cette année, la situation risque encore de s'empirer pour les habitants de cette région. En Afrique du Sud, cette fois, au moins 253 personnes ont péri dans des inondations jamais connues sur les côtes Est dues à des pluies exceptionnelles. Le président Cyril Ramaphosa, en déplacement dans la ville côtière de Durban, épicentre des inondations, déplore une catastrophe aux proportions énormes. Les précipitations ont atteint depuis le week-end dernier un niveau jamais connu depuis plus de 60 ans. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur RTI2.